Avant de commencer cet épisode, j'avais acheté un filtre solaire afin de photographier les taches solaires et ainsi marcher sur les traces de Galilée. Mais l'activité solaire de cet été semble trop faible pour observer quoi que ce soit, à moins que le filtre soit trop fort. C'est peut-être ce qu'on appelle se prendre un vent solaire, j'imagine. Toujours est-il que je n'ai pas tout perdu puisque j'ai filmé un transit de la Station spatiale internationale devant le Soleil, grâce au site dont le lien est en description. Je ne vais parler dans cet épisode que de sciences physiques, car c'est la science que je connais le mieux, et ce que je vais dire ne s'appliquera donc pas forcément à toutes les formes de sciences. Contrairement à une idée reçue, la science physique ne se construit pas uniquement par accumulation d'observations de la nature, qui permettraient de déduire des théories. Si je plonge par exemple cette baguette dans l'eau, elle semble se casser. Cet effet est dû à la réfraction de la lumière. La lumière change en fait de direction lorsqu'elle change de milieu transparent, ici en passant de l'eau à l'air. En étudiant le phénomène plus précisément, Ibn Sal au Xe siècle, puis Snell et Descartes au XVIIe siècle, ont trouvé une relation entre l'angle appelé ici I1 et l'angle I2. C'est ce qu'on appelle la loi de la réfraction. Pour faire simple, une loi physique explique comment les phénomènes se passent, alors qu'une théorie va interpréter le phénomène, le pourquoi ça se passe, pour faire simple. Citons la théorie de Fermat au XVIIe siècle, qui expliqua que pour aller d'un point A à un point B, la lumière prend en fait le chemin de plus courte durée et non le chemin de plus courte distance. Mais Descartes avait une autre théorie, partant pourtant des mêmes observations. De l'observation brute, on peut découvrir des lois, mais pas forcément des théories. Pour les théories, il faut aller plus loin que les observations, il faut aussi aller du côté des idées et des concepts. Voici une métaphore que j'aime bien du philosophe des sciences Karl Popper. Les théories sont des filets destinés à capturer ce que nous appelons le monde, à le rendre rationnel, l'expliquer et le maîtriser. Nous nous efforçons de resserrer de plus en plus les mailles. Prenons un deuxième exemple avec l'héliocentrisme, qui fera l'objet d'un épisode dédié. Toutes les observations simples vont dans le sens inverse de l'héliocentrisme. On a l'impression que la Terre est immobile, on ne la sent pas bouger, et que tout tourne autour d'elle, le Soleil, la Lune et les étoiles. On verra que pourtant ça n'est pas le cas. Pour le philosophe des sciences Thomas Kuhn, en sciences modernes, toute observation se fait dans le cadre d'une théorie. Pour lui, voici comment la science progresse. On a d'abord la préscience, c'est une période où aucune théorie ne s'est imposée auprès de la communauté scientifique. Lorsqu'une théorie s'impose, on entre dans la science normale. La science normale, c'est vraiment le concept au cœur de son livre. Puis apparaissent des anomalies. Les anomalies, ce sont des observations, des résultats d'expérience qui vont à l'encontre de ce qu'on attendrait de la théorie. Et lorsque ces anomalies s'accumulent et restent inexpliquées, on entre dans une période de crise. C'est dans cette période de crise que de nouvelles théories émergent et commencent vraiment à être prises au sérieux. Si une autre théorie émergente arrive à mieux expliquer les anomalies, cette nouvelle théorie va pouvoir s'imposer auprès de la communauté scientifique. C'est ce qu'on appelle une révolution scientifique. On entre alors dans une nouvelle science normale, où la nouvelle théorie va servir de nouveau cadre de travail pour la communauté scientifique. Voici pour le schéma général, venons-en à l'exemple de Galilée. Depuis le milieu du Moyen Âge, en Europe, ce sont les théories d'Aristote publiées dans La Physique qui étaient admises. Elles étaient constituées de plusieurs théories cohérentes entre elles. Celle qui nous intéresse aujourd'hui faisait une distinction fondamentale entre la matière terrestre, qui était corruptible et constituée de 4 éléments, eau, terre, feu et eau, et la matière céleste, qui elle était immuable et incorruptible, et constituée d'un 5e élément, qui sera appelé plus tard la quintessence ou l'éther. Partons de cette dernière théorie, le ciel est incorruptible et immuable. Pourtant, des anomalies vont apparaître au cours des siècles, apparition de nouvelles étoiles, qu'on interprète maintenant comme des supernovas, apparition de comètes. Toute anomalie est d'abord prise comme une énigme à résoudre dans le cadre de la théorie, et non comme un contre-exemple obligeant à changer de théorie. Les tenants d'Aristote vont donc faire une hypothèse. Ce sont des phénomènes atmosphériques, et non des changements dans le ciel qu'ils considèrent toujours comme immuables. Si c'est le cas, on devrait pouvoir observer une parallaxe diurne pour ces objets, c'est-à-dire que vus depuis 2 endroits différents de la Terre, ces objets apparaîtront décalés par rapport aux étoiles lointaines. Ayant pris un exemple d'astronomie, à des fins de simplification, il n'y a pas d'expérience de laboratoire ici, on passe directement aux nouvelles observations. L'expérimentation sera abordée dans les prochains épisodes, puisque ce sera au cœur des vidéos de cette chaîne. Tycho Brahe, qui est un astronome danois très en avance sur son temps, quant aux précisions des mesures à l'œil nu,
va observer et étudier une nouvelle étoile en 1572, qui se révélera être une supernova, mais ne va pas mesurer de parallaxe, ce qui lui fait dire que cet astre se trouve au-delà de la Lune et des planètes. 5 ans plus tard, il va étudier une comète. Là encore, en l'absence de parallaxe, il place cette comète au-delà de la Lune. Certains savants prennent cette anomalie non plus comme une énigme, mais comme un contre-exemple. On rentre donc dans une phase de crise. C'est le moment où de nouvelles théories émergent réellement. Nous avons donc deux théories concurrentes. Le ciel n'est pas immuable, porté par Galilée, et l'astronome allemand Scheiner qui va rester sur la théorie d'Aristote. Une nouvelle anomalie va apparaître au début des années 1610. Les lunettes astronomiques sont maintenant utilisées par Galilée et d'autres savants qui vont observer et étudier ces taches solaires. Ces taches apparaissent, changent de forme, disparaissent en quelques semaines. La trajectoire oblique est mise sur le compte de l'inclinaison de l'horizon sur la Terre ronde. Chacun fait une hypothèse dans le cadre de sa théorie pour expliquer cette nouvelle anomalie. Pour Galilée, les taches sont sur le Soleil, ce qui montre que le Soleil tourne sur lui-même. Pour les aristotéliciens comme Scheiner, les taches sont en fait des astres tournant autour du Soleil et donc en orbite, le Soleil lui restant immuable. Galilée et Scheiner vont publier des lettres qu'ils envoient à leurs amis respectifs, ce qui va contribuer à un échange entre les savants et nous faire rentrer dans la science moderne. C'est un des éléments de la science moderne, la publication des travaux. Galilée publie notamment dans une de ses lettres le protocole d'observation des taches solaires, afin que tous les savants puissent correctement les voir et que ces observations soient reproductibles. On voit ici Scheiner et un de ses assistants en train de faire une observation avec la lunette astronomique. Galilée va prédire l'absence de parallaxe pour les taches si elles sont sur le Soleil. En effet, de deux endroits différents de la Terre, elles apparaîtront au même endroit sur la surface du Soleil, alors que si ce sont des objets en orbite autour du Soleil, de deux endroits différents de la Terre, elles apparaîtront légèrement décalées par rapport à la surface du Soleil. En comparant ces dessins à ceux du même jour d'un de ses amis qui observe les taches solaires depuis Bruxelles, Galilée étant en Italie, il conclut à l'absence de parallaxe des taches, les plaçant sur le Soleil ou très proches. Deuxième point important pour la science moderne qui émerge avec Galilée, c'est la modélisation mathématique qui va vraiment intégrer les théories physiques. Ainsi, Galilée idéalise le Soleil en le représentant par une sphère, attention accessoire, et par construction géométrique, il va prédire la proportion entre les distances de deux taches lorsqu'elles sont près du centre de la surface du Soleil et lorsqu'elles sont au bord de la surface du Soleil. Je n'ai représenté ici que la distance entre les taches, donc quand le Soleil tourne. Galilée va donc calculer le rapport entre ces deux longueurs vues depuis la Terre, L1 sur L2, et les comparer aux distances entre les taches si les taches étaient des objets en orbite autour du Soleil, donc comparer L1 sur L3. L'observation va valider son hypothèse que les taches sont sur la surface du Soleil ou très très proches. On entre alors dans la révolution scientifique où la théorie dominante est renversée et où une nouvelle théorie la remplace. Il faudra en fait un petit peu plus de temps pour que le ciel ne soit plus considéré comme immuable par tous les scientifiques, mais pour les besoins de ma présentation, actons que la nouvelle théorie de Galilée, à savoir que le Soleil tourne sur lui-même, devienne la nouvelle science normale. Apparaît évidemment de nouvelles anomalies. Outre les trajectoires qu'il avait déjà observées, des trajectoires rectilignes des taches, il va observer trajectoires curvilignes auxquelles il ne s'attendait absolument pas. Galilée prend cette anomalie comme une énigme à résoudre et non comme un contre-exemple, et va faire l'hypothèse que l'axe de rotation du Soleil est penché par rapport au plan de l'écliptique. Donc on retrouve les trajectoires qu'il a déjà observées, droite vers le bas. Il comprend donc pourquoi on a une oblique vers le bas, et va prévoir deux autres trajectoires qu'il n'avait pas encore observées, rectiligne vers le haut et curviligne vers le haut, lorsque la Terre va tourner autour du Soleil et le voir de différents angles. Ces observations, quelques mois plus tard, confirmeront l'existence de cette trajectoire qu'il avait prédit, et donc corroboreront sa théorie et même amélioreront son modèle. Scheiner adoptera cette nouvelle théorie de Galilée, continuera l'étude des taches solaires et calculera plus précisément l'angle d'inclinaison du Soleil. Nous venons de voir la démarche scientifique et son articulation avec le progrès scientifique. Un mot sur ce qui fait une bonne théorie en sciences physiques. D'après le philosophe des sciences Karl Popper,
Une bonne théorie doit être réfutable, c'est-à-dire qu'elle doit s'avancer sur des prédictions nouvelles qui peuvent être testées soit par des observations astronomiques comme on vient de voir, soit par des expériences. Bien que cet aspect soit fondamental pour une théorie en physique, elle n'est pas suffisante pour expliquer l'acceptation des nouvelles théories par la communauté scientifique. En effet, certaines prédictions d'une théorie impliquent des moyens d'observation ou de mesure encore indisponibles au moment où elles sont émises. De plus, certaines théories sont acceptées par la communauté scientifique, parfois longtemps avant leur véritable vérification. Ces deux points seront abordés lors de l'épisode de l'héliocentrisme, puisque c'est le cas pour cette théorie. Pour finir, on entend souvent deux critiques faites à la science, deux critiques pourtant opposées. La première serait le dogmatisme de la science qui refuserait le changement, sentiment pouvant paraître légitime quand on sait que les scientifiques refusent toujours de voir en premier lieu les anomalies comme des contre-exemples à leur théorie, mais la considèrent toujours comme des énigmes à résoudre dans leur cadre de leur théorie. Mais on verra lors du deuxième épisode sur la gravitation consacré à Albert Einstein que la réticence au changement radical de théorie permet des avancées en profondeur et qu'elle n'empêche de toute façon pas d'autres théories d'émerger. C'est le cas en ce moment pour la théorie d'Einstein. C'est une théorie qui est en crise. Plusieurs anomalies sont toujours inexpliquées de façon certaine, d'où l'importance de la communauté scientifique. Certaines équipes continuent de travailler sur la théorie d'Einstein, alors que d'autres mettent au point de nouvelles théories, et des expériences sont déjà menées pour essayer de vérifier les prédictions de ces nouvelles théories. Et on ne peut jamais savoir à l'avance si une anomalie sera une énigme résolue avec la théorie, ou si elle s'avérera un contre-exemple obligeant à changer de théorie. Pour illustrer ça, on abordera dans le prochain épisode le cas de la gravitation de Newton, qui, face à des anomalies pourtant similaires dans la trajectoire d'Uranus et de Mercure, a réussi à sauver la théorie et prédit l'existence de Neptune dans un cas, et a conduit à un changement de théorie au profit de celle d'Einstein dans l'autre cas. La deuxième critique serait le relativisme de la science, qui, s'appuyant sur le fait que les théories changent, la science serait peu fiable puisque ce qu'elle dit s'avérera faux lors de la prochaine révolution scientifique. On verra en détail durant le troisième épisode sur la gravitation que même lorsque la théorie d'Einstein sera dépassée, des faits scientifiques ne seront plus remis en cause. Comme je l'expliquais tout à l'heure, pour faire très simple, les théories sont des interprétations des phénomènes qu'on observe. Un changement d'interprétation ne remettra pas en cause l'existence même de ce phénomène. Je peux déjà revenir sur la loi de la réfraction que j'ai évoquée tout au début de l'épisode. Cette loi reste valable, même si son interprétation a changé au gré des différentes théories qui ont tenté de l'expliquer. Mais c'est toujours cette loi qui est à la base de l'optique qui permet de fabriquer des lentilles pour les lunettes ou les appareils photo. Appareils photo qui vous permettront de voir passer l'ISS devant le Soleil ou la Lune. Oui, je remets la vidéo parce que je l'aime bien.